Braise en Pays d'Oc, une émission de l'association T-Braise 47, les Bretons de Lot-et-Garonne. Amis auditeurs, bonjour. Nous revoici pour une nouvelle émission hebdomadaire, Braise en Pays d'Oc, ou les Bretons du Lot-et-Garonne. Bonjour tout le monde, bonjour Christiane, bonjour Julien. Bonjour Anne-Marie, bonjour tout le monde. Vous allez bien depuis la semaine dernière ? Impeccable. Bien. Anne-Marie, aujourd'hui on va entendre la deuxième partie de ton interview de Monsieur Verlingue, le directeur du musée de la faïence de Quimper. Oui, combien de gens là sur Quimper travaillent à la faïencerie ? Alors, en 1983, lors du dépôt de bilan, il y avait 220 salariés dans l'entreprise. Quand l'entreprise est repartie en 84, il y avait 50 salariés, c'est passé assez rapidement à 90 salariés, puis à 140 salariés. Quand Janssen a vendu, 2 ans après, il y a eu 2 vagues de licenciements où l'entreprise est retombée à peu près à 70 salariés, et aujourd'hui, c'est 26 salariés. Oui, c'est tombé vraiment. Oui, mais enfin bon. Et quels sont les objectifs là de cette entreprise là maintenant ? Alors aujourd'hui, si vous voulez, je dirais qu'il y a deux objectifs. Le premier, et qui est certainement le plus louable, c'est que la faïence de Quimper continue à vivre. Et ça, c'est un point qui est quand même particulièrement important, ce qui veut dire que l'actuel PDG, si vous voulez, peut être considéré quelque part comme un philanthrope. Et puis le deuxième objectif, c'est de renouer avec ce que je vous disais tout à l'heure, qui était toute une tradition de collaboration avec des artistes et des créateurs, donc chose qui est progressivement mise en place par la nouvelle société. C'est-à-dire que il y a des artistes qui viennent au sein de la faïencerie, sous quelle forme ça se fait ? Oui, ce sont des artistes qui viennent proposer des décors, qui viennent proposer des formes, qui collaborent donc avec la faïencerie, alors sous forme de passage. Généralement, ils restent 1 mois, 2 mois aux faïenceries, ils travaillent, élaborent un certain nombre de décors qui sont progressivement commercialisés. D'accord. Il y a des stages qui sont organisés aussi au sein de cette faïencerie ? Oui, la faïencerie organise à peu près tous les 2 mois des stages, donc où on met en relation des artistes et des stagiaires. D'accord. Des stagiaires qui apprennent le travail de la faïence, le travail des décors. Alors, en fait, si vous voulez, oui, basiquement oui, parce que sans un minimum de base, on ne fait rien. Mais le but est principalement de mettre en relation des artistes et des novices, je dirais, de façon à ce que, en plus d'un enseignement technique assez terre à terre, on puisse leur donner une faculté de création également. Oui, voilà, c'est ça. Une faculté de création, une faculté de reproduction, oui. Et ces stages se déroulent sur un week-end, sur une semaine, Alors c'est sur une semaine, ça dure, je crois que ça dure 4 jours, quoi. 4 jours ou 5 jours, je sais plus exactement. Oui. Mais ça, il faudrait poser la question, je dirais, aux faïenceries qui seront un plaisir de vous répondre. D'accord. Et alors, au niveau de la faïence de Quimper, elle est aussi exportée à l'étranger ou elle sort des limites de la Bretagne ? Oui, alors, comment dirais-je, le marché exportation n'est plus du tout ce qu'il était. Là, actuellement, les faïenceries fonctionnent un petit peu encore avec le Japon, ont quelques magasins sur Paris, dans quelques galeries justement. Ça, c'est le fait de travailler avec des artistes qui permettent d'ouvrir des portes de galeries parisiennes. Donc ce qui va dans le bon sens, ce qui est une très bonne chose. Mais l'âge d'or de l'exportation à Quimper est bien loin. Je vous disais qu'en 1983, il y avait 220 salariés qui travaillaient aux faïenceries à Quimper, et le marché américain représentait 25% du chiffre d'affaires. Donc un quart de la production partait aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est quelques assiettes et quelques bols par an, quoi.
Les fameux bols avec les prénoms dessus. Voilà. Et donc vous avez des enseignes autrement, donc vous me dites Paris, mais autrement dans la France en général. Non, dans la France, ça a toujours été une très grosse difficulté, si vous voulez, dans la mesure où la faïence de Quimper est quelque chose qui est quand même très typé. Ouais. C'est très très typé, ça a une connotation régionale très forte, et donc quand on essaye de commercialiser de la faïence de Quimper hors Bretagne, les gens disent ah bah non, c'est beaucoup trop Quimper. Et quand vous essayez de faire des décors beaucoup plus adaptés à ces régions-là, on vous dit ah oui, mais c'est plus assez Quimper. Ah oui, c'est un peu, oui. Ça s'appelle ce bord de la queue. Oui, tout à fait, oui. Non. Les faïenceries de Gien, c'est des décors qui peuvent être achetés par n'importe qui. Oui, c'est pas, voilà. Tandis que la Bretagne, on a ces costumes, c'est vraiment typique. Ouais. C'est ancré dans la culture, quoi. Oui, de toute façon, si vous prenez les productions de Gien, par exemple, ce sont des productions qui n'ont aucune connotation régionale. Voilà. Gien, en fait, a gardé toute une partie de décors prestigieux, renaissance italienne, très traditionnelle, très classique, et puis à côté de ça, a des choses qui sont très modernes, qui suivent les phénomènes de mode. C'est exactement la même chose que les porcelaines de Limoges, si vous voulez. Il y a un phénomène de mode, de telle couleur est au goût du jour, tel type de décoration est au goût du jour, donc on s'oriente. Des gens comme les porcelainiers ou les faïenceries Gien, par exemple, ont créé entre 2 et 3 collections par an. Donc ce sont des décors qui sont très éphémères, alors que Quimper, on a des décors qui ont des durées de vie qui sont vraiment très très longues. Oui, mais dans la faïence de Quimper, il y a les assiettes, il y a les bols, il y a les vases, mais il y a aussi avec ces artistes-là des bijoux aussi, non? Ou des choses un peu plus modernes, tout en gardant un caractère traditionnel. Il y a quand même des choses un peu plus modernes que l'on ne trouvait pas avant. Oui, voilà, c'est ça. Et ça justement, c'est un peu une nouveauté pour Quimper, c'est-à-dire de faire, une nouveauté entre guillemets, parce que dans les productions d'artistes qu'il y a pu y avoir dans les années 20, il y avait déjà un petit peu cette mouvance-là, mais effectivement, des productions comme les bijoux, effectivement, sont des choses qui sont renouvelées pratiquement tous les 6 mois, tous les ans, mais est-ce que cette production aura une durée de vie à longue échéance? On peut en être un petit peu sceptique. Oui, mais on peut l'espérer aussi à la fois. Ah mais de toute façon il faut l'espérer, parce que toutes ces choses-là sont des choses qui sont vitales pour l'entreprise. Oui, c'est vital pour l'entreprise, et puis c'est aussi, il faut se dire qu'il y a quand même une évolution, comme il y a eu une évolution dans voilà, même si la culture est bien ancrée, je crois que la musique bretonne traditionnelle est toujours aussi vivante, parce que elle arrive aussi à s'adapter avec d'autres musiques, d'autres arrangements, et c'est pour ça qu'elle reste aussi toujours vivante. Vous avez tout à fait raison. Et effectivement, l'exemple de la musique est un excellent exemple. C'est certain qu'il y a eu une véritable rénovation de la musique en Bretagne, mais chose qui n'a pas été aussi vraie pour les arts plastiques ou les arts appliqués. D'accord. Ok. Mais vous savez, de toute façon, ce sont des choses qui sont toujours un petit peu complexes, parce qu'on est dans des domaines. Il faut partir du principe aussi qu'on est dans des domaines économiques, et que aujourd'hui, si vous voulez, le principal handicap, je dirais, qu'ont les faïenceries aujourd'hui, c'est le coût de la main d'œuvre. Ce sont des gens. On parlait tout à l'heure des faïenceries de Gien. Moi, j'y ai travaillé, donc c'est un problème que je connais bien. Gien, la majeure partie, je dirais que 85 ou presque 90% de leur production, c'est du décor mécanique. Quimper se bat pour continuer à faire du décor main, mais il faut savoir une chose, c'est que dans le domaine du décor main, si vous voulez, c'est entre 80 et 90% de main d'œuvre au prix de revient. Donc, ce qui est énorme. Alors, quand vous parlez de décor main, ça veut dire que tout est fait à la main, les dessins? Oui, totalement. La totalité des décors sont exécutés à la main à Quimper. Pour donner un exemple, décorer une assiette, combien de temps?
Alors ça varie beaucoup avec le décor, mais ce sont des productions qui ne sont pas très très importantes. Je dirais que sur un décor traditionnel, avec un décor de petits bretons, une peinteuse habile va vous en faire une trentaine d'assiettes dans la journée. Ce qui veut dire qu'un décor mécanique, les 30 assiettes, c'est une minute. Alors vous savez, en 1990, on a commémoré 3 siècles de faïence à Quimper, et lors de son discours inaugural, Louis Le Pinsec, qui était ministre de la Mer à cette époque-là, avait bien précisé au public que le cidre avait quand même nettement meilleur goût dans une bolée en faïence de Quimper. Alors là, Monsieur Verlingue, le nouveau PDG des faïenceries s'appelle Monsieur Le Goff. Oui, Jean-Pierre Le Goff, oui, tout à fait, oui. Voilà, Monsieur Le Goff, de métier, il est... Alors Monsieur Le Goff est ingénieur des mines de métier, mais il a travaillé beaucoup principalement pour la marine. Il avait une société qui était la spécialiste du mouton à 5 pattes, empêcher les bateaux d'être soumis au roulis quand on tirait un coup de canon pour être sûr que le boulet parte où il faut, enfin, etc., etc. Donc il a fait une multitude de choses comme ça, et pour lui, effectivement, ce qui est assez fantastique, c'est de se dire que il y a beaucoup de technologies qui existent aujourd'hui, et que la faïence de Quimper doit aussi technologiquement rentrer dans le 21e siècle. Alors il a plusieurs projets comme ça. Il a un projet qui est sur lequel on a travaillé, puisque le musée et faïencerie travaillent ensemble sur un certain nombre de projets, qui est la numérisation en 3 dimensions, par exemple, de tous les modèles en plâtre ancien qu'il a dans les greniers, qui est quand même une véritable fortune d'entreprise, je dirais. Et à partir de ces numérisations en 3D, eh bien, c'est de permettre de fabriquer d'une façon totalement numérique le matériel qui permet de fabriquer les moules en plâtre, etc., etc., etc. Donc c'est des technologies qui sont déjà utilisées chez certains porcelainiers, mais pour les faïences de Quimper, ça peut être quelque chose d'un petit peu, je dirais, un petit peu révolutionnaire, et c'est une très très bonne chose. Et puis la numérisation en 3D des collections permet d'aller beaucoup plus loin dans certains domaines, dans une meilleure connaissance des faïences de Quimper, et cette numérisation d'ailleurs devrait se produire également au niveau des pièces de musée, de façon à ce qu'on ait les modèles plâtres d'origine et les pièces et les faïences d'origine, ce qui permettra sur certains points, par exemple, de pouvoir identifier la manufacture quimpéroise dans laquelle a été faite le modèle, enfin, etc., etc. Puis d'avoir une véritable base de données qui en soit une. Oui, très intéressant. Et alors, vous nous avez parlé aussi de la fusion des écoles d'art sur Quimper. Voilà. Alors aujourd'hui, les écoles des Beaux-Arts ont été réunies, donc il y a une direction générale pour 4 écoles des Beaux-Arts de Bretagne, et donc il y a un projet qui est en cours depuis déjà à peu près 2 ans, qui est un projet de création d'un master de céramique à Quimper. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, moi je trouve, et qui va tout à fait dans le sens de la modernisation, de l'évolution, de la connaissance et de la continuité en fait des faïences. Oui, alors moi en plus cette histoire de création de master de céramique, moi ça me convient très bien, puisque quand j'avais rencontré le responsable des écoles des Beaux-Arts, je lui avais fait part de mon indignation, c'est à savoir que l'école des Beaux-Arts de Quimper est une école qui a une réputation, une réelle cote sur la France entière. Tous les ans, on forme je ne sais combien d'élèves à l'école des Beaux-Arts de Quimper. Il n'y a jamais un projet de création céramique parmi les élèves de l'école des Beaux-Arts de Quimper. Donc moi ça me fout en pétard, et puis j'ai dû râler un peu plus fort ce jour-là qu'un autre jour, et donc visiblement j'ai été entendu, et donc le projet est lancé en espérant effectivement qu'il voit le jour, parce que ça pourrait être une chose très très intéressante pour les élèves, pour Quimper certainement, et puis pour la céramique française tout simplement. Oui. D'accord. Donc finalement, avec vous, ce nouveau PDG, Monsieur Le Goff, qui a l'air d'être quelqu'un de très dynamique, ça ne devrait aller que de l'avant.
Ah, de toute façon, une chose est certaine, c'est que ça n'ira pas en arrière. D'accord. Bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ou des choses à faire passer à nos auditeurs? Ah oui, bien sûr. Oui, une chose très importante à faire passer à vos auditeurs, c'est que c'est pas parce qu'ils sont loin qu'ils peuvent se dispenser de manger dans la faïence de Quimper. C'est une excellente raison. Bien, Monsieur Verlingue, nous vous remercions de nous avoir reçus aujourd'hui. Et puis, nous espérons que nos auditeurs vous auront bien entendu et puis viendront visiter et la faïencerie et le musée de la faïence. Oui, puisque nous avons depuis 2 ans maintenant un billet commun qui permet, dans des conditions privilégiées, de visiter le musée et les faïenceries. D'accord. Donc la faïencerie et le musée sont ouverts toute l'année ? Alors la faïencerie est ouverte toute l'année, mais sur rendez-vous pendant la période hivernale. Le musée, lui, est ouvert de la mi-avril à la fin septembre. Par contre, sur toute l'année, on continue à recevoir des groupes sur rendez-vous. D'accord, donc à vie. Des groupes scolaires, des groupes groupes divers et variés. Des groupes divers et variés, avec encore une petite précision, c'est que l'été prochain, donc l'exposition s'ouvrira au public le 14 avril. Cette année, l'exposition temporaire de l'année est consacrée à la participation de Quimper à l'exposition coloniale. Très bien. Vous pouvez nous parler des horaires d'ouverture ? Alors, le musée donc est ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h, donc sans interruption. Donc, nous sommes fermés simplement les dimanches et les jours fériés. D'accord. Et nous rappelons la faïencerie de Quimper se trouve ? Alors, la faïencerie et le musée, puisque les 2 édifices sont côte à côte, se trouvent à Quimper dans le quartier de Locmaria. Très bien, Monsieur Verlingue, merci beaucoup. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Et maintenant, un extrait du Bagad de Quimper.
Alors Julien, ces brigands célèbres, tu nous as parlé de deux, Marion Dufayette, Monsieur de Fontenelle. Voilà. Et aujourd'hui, c'est qui le brigand? La Charlezaine. Oula. Charlezaine. 3e épisode de nos brigands célèbres. Une chef de légende, une jeune femme libre. Encore? À la tête d'une bande de brigands dans le Trégor, Marguerite Charlès, surnommée la Charlezaine, a inspiré de nombreux guers et contes. Dans la région de Plestin-les-Grèves, une femme brigand a laissé un souvenir tellement fort que les proverbes entendus des siècles plus tard témoignent encore de la crainte qu'elle inspirait. Néoquet ur semblant-vat, clévet armeret au witelat, dit-on. Il n'est pas bon signe d'entendre les filles siffler. C'est la traduction, évidemment. En effet, au XVIe siècle, la Charlezaine, à la tête d'une bande de malfrats, rameutait ses troupes en soufflant dans un sifflet d'argent. La Charlezaine avait pour lieutenant 2 frères, les Ranous, qui maniaient le penbaz, le gourdin, comme personne. Pour entrer dans sa troupe, l'épreuve initiale était rude. Il fallait boire une pinte de sang humain. Postée sur la route qui allait de Lannion à Morlaix au pied du Roc-à-Laz, la bande de Charlezaine guettait les voyageurs et les commerçants revenant des foires. Au coup de sifflet, les brigands leur tombaient dessus, la Charlezaine hurlait « La bourse ou la vie !» La moindre résistance, et les voyageurs étaient battus à mort, ensevelis dans le sable si bien qu'on n'en retrouvait aucune trace. C'est en tout cas ce qu'écrit François-Marie Luzel, qui collecta contes et guers de Basse-Bretagne au XIXe siècle. L'une de ces guers dit qu'entre Morlaix et l'Allieu de Grève, dans un petit bois de ronces, il y a autant de cadavres que dans l'ossuaire de la ville. L'on dit également que la bande organisait un système de raquettes assurant tranquillité et protection aux voyageurs ayant payé leur dû. La Charlezaine transportait son butin, le soir venu, dans une charrette aux essieux grinçants. Personne n'osait alors sortir de sa maison, voir qui passait dans le bourg. L'Ankou aussi se signale par le bruit de sa charrette et malheur à celui qui le croise. Sans foi ni loi, la Charlezaine aurait jeté son enfant au feu et reconnu sans remords le bonnet de son père sur la tête d'un de ses complices, comprenant par là qu'elle avait fait assassiner ses propres parents. Lyon, t'es un peu sordide là. C'est très très glauque. C'est encore une guerre qui raconte comment la Charlezaine finit. Le seigneur de Ploumillot, monsieur de Keranglaze, tendit un piège à la voleuse. Alors qu'elle lui sautait dessus dans le bois de Quatandrezen, dans l'intention de le détrousser, il lui demanda si elle acceptait d'être la marraine de son fils qui venait de naître. Flattée, la Charlezaine l'accompagna dans son manoir. Arrivée là-bas, aux visages hostiles qu'elle rencontra, la femme flaira le piège. Trop tard. On lui enleva son sifflet et son poignard. Livrée à la justice, la Charlezaine fut pendue. Anatole de Braz s'est saisi du personnage pour en faire l'héroïne d'une de ces vieilles histoires du pays breton, recueil de nouvelles paru en 1897. La Charlezaine devient, sous sa plume, une belle jeune fille à la chevelure rousse, aux yeux très bleus et aux libres allures, on va le dire comme ça. Pour son malheur, elle plaît trop aux hommes et malgré la protection des frères Ranous, la Charlezaine sera acculée au suicide. Eh ben, c'est... Ça vous a réjoui, j'espère. Oui. Et oui, mais les histoires de brigands ne sont pas toujours joyeuses. Il n'y a que dans les contes de Walt Disney que ça se termine bien. Ah, c'est pas le cas, hein. Et il nous en restera une la semaine prochaine. Christiane, oui. À toi maintenant, tu vas nous parler de l'abbaye maritime de Beauport. Et oui, l'abbaye maritime de Beauport, près de Paimpol, est un lieu magique qui enchante les promeneurs. En Bretagne, elle fut un point de départ des pèlerins pour Compostelle. Un cloître végétalisé, une église à ciel ouvert, des champs qui descendent en pente douce vers l'eau, des vergers respirant les embruns. Pas de doute, vous êtes à Beauport. Mais délaissons quelque temps la rigueur magnifique des anciens édifices religieux où fleurissent hortensias et roses anciennes pour découvrir un espace végétal touché par la grâce. Vous laissez votre voiture sur le parking. Bien sûr. Vous longez le vallon à gauche.
Et vous voilà dans la retenue, le domaine immédiat géré par des moines dont dépendait ce bois. Vous empruntez la passerelle à droite, puis suivez le second chemin à gauche, derrière le talus. Après 300 mètres, le franchir à gauche. Vous avez compris que je vous faisais une randonnée. Bien sûr, on te suit. Utilisez alors la passerelle et prolongez à droite. Montez la butte à gauche, dirigez-vous à droite. J'espère que vous savez reconnaître votre gauche de votre droite, parce que quand on est sur certains points, s'il n'y a pas les GPS, ça ne marche pas. Aux routes, continuez en face du sous-bois où les feuilles bruissent du vent marin. La balade se poursuit le long du ruisseau du Corps. De la forêt à la mer, vous avez le sentier qui se rapproche jusqu'à la franchir. Plein d'oiseaux nichent dans les végétaux à la belle saison. Pour écourter cette balade, on peut regagner le domaine de l'abbaye en utilisant le chemin à gauche du moulin qui se dirige vers l'anse de Paimpol. Les plus aguerris, la balade se poursuit dans les bruyères, les ajoncs et les graminées. Nous sommes à l'un des points culminants de la balade, sur un tertre dominant l'anse de Paimpol, la chapelle Sainte-Barbe. Vous êtes au kilomètre 0 vers Compostelle. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller au Puy-en-Velay, à Arles, vous pouvez partir de la Bretagne. Voilà. Vous avez une table d'orientation qui vous invite à la découverte du panorama. Et après, quand vous avez fait toutes ces virées, 550 mètres, vous franchissez un pont, vous tournez à gauche et vous êtes arrivé à l'entrée de l'abbaye. Ce lieu magique ravit des milliers de visiteurs chaque année et il a été racheté par le Conservatoire du Littoral et il a subi une belle restauration. Celle-ci a été faite dans le respect de l'œuvre des moines qui ont construit un domaine élégant et propice à la contemplation. Point de départ inspiré sur le chemin de Compostelle. Et oui, ça a l'air d'être une balade sympa, ça. Oui. Je t'ai tellement bien suivi sur ces chemins-là que je sens la chaleur du soleil breton qui réchauffe ma peau. Oh, il n'y a jamais que 16 km à faire. Et il donne 4 heures, mais je pense que 4 heures, c'est gentil. Hein. Alors ne vous perdez pas dans votre droite voilà, et dans votre à gauche. Voilà. En tout cas, pour ceux qui veulent faire la balade d'ici la semaine prochaine. Bah, dépêchez-vous d'y aller alors. Hein. Il faut le temps de monter en Bretagne. Merci Christiane. Très bien. Bah, je vous en prie. Merci Christiane. Bien, notre émission est terminée. Nous nous revoyons la semaine prochaine. Les coordonnées de l'association: Tibresse 47, Anne-Marie Campagnolo, Le Colombier 4710, Le Temple-sur-Lot. Le téléphone 05 53 70 62 74 ou 05 53 36 32 92, le numéro de téléphone de Christiane, la secrétaire. Vous pouvez nous contacter à tibresse47@yahoo.fr, mais aussi aller sur notre site pour voir tout ce que nous faisons tout au long de l'année. Notre site, c'est tibresse47.com, Tibresse, T-Y-B-R-E-I-Z-H. Nous rappelons aussi que si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques, vous pouvez toujours nous les faire parvenir. Par mail. Bien. À la semaine prochaine. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. C'était Braise en Pays d'Oc. Une émission de l'association Tibresse 47, les Bretons de Lot-et-Garonne.